pétition pour un référendum d'initiative citoyenne et populaire, S'il te plaît. en espérant peut-être que grâce à ça, à un moment ou à un autre, l'État, le gouvernement va peut-être un tout petit peu nous écouter, ce qui aurait été bien de le faire dès le début. Si on veut que les choses bougent, il faut passer par cette façon de faire, c'est-à-dire le référendum. Sinon, le gouvernement ne bougera jamais, quoi que l'on fasse, à mon sens. Normalement, on a des représentants, les députés, les sénateurs, les maires même. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont à l'Assemblée? Ils votent des lois, mais ce n'est pas des lois qui sont représentatives des besoins du terrain, de la proximité des gens, tout simplement. Donc à partir du moment où ils ne font pas leur boulot, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être faire une chambre des citoyens. On ne sait pas. S'il y avait une prise de conscience collective, et surtout de leur part, on n'aurait pas besoin de faire cette chambre des citoyens, ce référendum. Comment c'est accueilli? Ça va, c'est bien accueilli. Très très bien. Hier, il y avait plus de 500 signatures, je crois. Ouais. Et donc, on doit être à peu près à 700-800. Et en fin de journée, on sera plus de 1000 en 2 jours. Rien qu'au péage 56 de Montfaucon. Aujourd'hui. Aujourd'hui. 1000 En tout, en 2 jours, depuis hier. Voilà. Mais ça fera plus, ça fera beaucoup plus. Hein. Attention, on commence juste. Sachant qu'on ne prend pas les doublons en signature. C'est-à-dire que les personnes qui ont déjà signé une fois sur un autre secteur ne re-signent pas sur celle-ci. Cette signature, elle a un caractère national? Et elle se répand de plus en plus, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Déjà dans le Lot, oui, mais c'est un peu partout, ça commence à émerger complètement. Vous savez, le problème que l'on a encore, nous, c'est qu'on a un problème de structure qui est tout à fait normal. Pour l'instant, on est d'une manière très libre. Et on a bien compris qu'il fallait se structurer, mais d'une manière horizontale, pas du tout verticale, de façon à ce qu'on ait une représentation quand même pour pouvoir montrer notre bonne volonté aussi. Mais ce qui est plus important, c'est d'être sur le terrain. On n'est pas tous d'accord là-dessus, hein, mais il faut être sur le terrain. Mais en même temps, si on reste que sur le terrain, ça va être compliqué parce qu'on demande des revendications, il faut aussi vous comprenez, les exposer. Ce mouvement est magnifique, de toute façon. Voilà. Il est magnifique ce mouvement. Alors, Parce qu'au moins, ça cette réveille les consciences. Ils ont le courage aujourd'hui de s'afficher, déjà de montrer aussi leur souffrance. Ils ont le courage d'en parler, ce qui est très bien. Et c'est un très beau mouvement. Il faut qu'il dure. Il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit compris. Ce n'est pas encore le cas. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Sous-préfet. Bonjour. 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 Et merci de nous recevoir. Hein. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience dans ce pays, qui est beau. Il faut réveiller les consciences, il faut justement, ça nous apporte à nous tous la possibilité de renouer le dialogue, c'est très important, qui s'était perdu quand même. Et moi je soutiendrai ce mouvement jusqu'au bout, et j'espère qu'il va perdurer. On vient un peu voir où ça en est, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des informations qui sont remontées? Est-ce qu'on a d'autres réponses à tout ce qui vous a été... Citoyens ont entendu les annonces du président de la République lundi soir. Hélas. Il y a un certain nombre Qui nous ont un peu convaincus. Si on est là aujourd'hui, c'est que... ça, je veux dire, ça appartient à chacun. Chacun a trouvé ou pas les réponses dans les annonces. Il y avait 2 volets. Le premier volet qui évidemment concernait le pouvoir d'achat avec les annonces sur le SMIC, sur la CSG. Là aussi, je le répète, chacun y trouve ou non la réponse qu'il attendait. En tout cas, ce que ça matérialise, c'est que le mouvement a été entendu et écouté. La deuxième annonce, moi, que j'ai retenue et qui est fondamentale, c'est celle de la volonté de se mettre autour de la table pour entamer des discussions territoire par territoire et là de formaliser, de formuler des propositions concrètes en tenant compte des demandes mais aussi des contraintes, y compris sur le plan budgétaire. On a un état des finances de la France, un état de la dette qui est ce qui est.
qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, il y a des propositions déjà très concrètes qui ont été faites, qui ont été entendues, les taxes sur les GAFA, la suppression, le retour de l'ISF. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à œuvrer, c'est-à-dire on fait des propositions d'amélioration qui vont dans le sens de la justice sociale et des solutions de financement qui vont en face. Et ça, c'est de nature à faire quand même avancer le débat. J'ai retenu aussi dans le discours du président de la République qu'un certain nombre de fonctionnements institutionnels, voire constitutionnels, pouvaient être re-questionnés, comme la prise en compte du vote blanc, comme la représentation proportionnelle au sein des assemblées parlementaires. Donc, personnellement, je trouve que l'évolution dans le dialogue qui est quand même très positive. Pour ma part, vous avez parlé de retour sur l'ISF. Non, j'ai dit que c'était une revendication et que c'est quelque chose qui pouvait être maintenu dans les propositions. Parce que, je le répète, à un moment donné, il peut y avoir des propositions d'amélioration de dispositifs, etc. Il faut qu'il y ait du financement, ou en tout cas des pistes de financement en face. Pardon ? Je pense aux autoroutes en fait, qui ont été données à Vinci, alors qu'en fait c'est de l'argent qui aurait pu revenir dans les caisses de l'État. C'est vrai que La privatisation. Ça peut faire partie des propositions. Ça fait déjà partie, puisque ça a déjà été largement évoqué, le fait de renationaliser les autoroutes. Ensuite, les aéroports. Il faut. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, à mon sens, à titre personnel, c'est que le message il a été entendu, la contestation a été entendue, et qu'aujourd'hui, a priori, il n'y a pas de sujets qui seront écartés de fait. Le problème, c'est que grâce aux réseaux sociaux qui ont fait ce qui se passe au péage ou au rond-point, on échange beaucoup entre nous et on se renseigne de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, je pense que depuis un moment, on est tous au courant de ce qui se passe, on essaye de comprendre les mécanismes. On voit bien que ça va peut-être coûter 8, 10 milliards, 12, jusqu'à 15 milliards, c'est petites mesures pour nous. Mais quand on voit en face, c'est ça qu'il faut arriver à débattre aussi, ces histoires de 80 milliards d'évasion fiscale, et ça va beaucoup plus loin, ça va aussi, maintenant on commence à s'intéresser à comment les États sont financés, c'est plus les banques centrales, c'est les banques privées qui prêtent. Quand on regarde le remboursement des intérêts qui représente un tiers de la dette, à peu près, hein, il y a 2000 milliards en gros de dettes. Il y a à peu près 600 milliards de remboursement que pour les emprunts, rembourser les intérêts. Et les gens sont de plus en plus au courant de ça, donc on s'intéresse à la République, à la Constitution de plus. Ce mouvement n'a pas qu'une raison de revendication, c'est quand il y a une prise de conscience, même de nous-mêmes, quand on échange entre nous, de ce qui se passe. Et ça, je pense que les politiques s'y attendaient pas. Ils sont surpris. On voit des gilets jaunes qui sont des porte-paroles, qui n'ont pas été désignés, hein, mais il y en a qui sont quand même très efficaces et qui mettent ça à plat. Et c'est quelque chose qui ne remonte pas depuis Macron, qui remonte en gros depuis 1974, depuis que ça a été les banques privées qui s'occupent des États pour les financer. Et on se rend compte qu'il y a une dette mais monstrueuse, et que tant que ce système-là n'est pas modifié, on pourra faire des mesurettes, des petites mesures, on sera un peu content, on va saupoudrer un peu pour calmer le jeu, mais on le sait tout ça. Mais c'est un problème de fond qui dépasse même la France, l'Europe, c'est vraiment tout le système qui remet en cause. Et même Christine Lagarde, le FMI, on a parlé un peu de ça, que c'était remettre l'individu au centre. Même si on sait que c'est un peu aussi une forme de séduction par rapport aux élections européennes et tout ça, on sait tout ça. Mais on n'est plus dupes. Nous, entre nous, on discute beaucoup. Et quand on voit que la mesure, là, par exemple, les primes d'activité, alors dans les journaux, c'est marqué augmentation du salaire, mais ce n'est pas une augmentation de salaire. C'est une prime d'activité qui était prévue sur 3 ans, qui est ramenée sur 1 an vu l'urgence. Ça, on l'a compris. Mais il y a combien d'augmentation? 1,8%, c'est ça à peu près, qui est prévu en janvier? Du SMIC. La hausse. Voilà, hein, la hausse. Et donc on a du mal à comprendre par rapport aux revendications, à ce qui s'est passé, à la violence qu'on ne voulait pas. Et qu'on se dit, ben non, finalement, les mesurettes, parce que pour l'instant, on prend comme des mesurettes,
On voit bien qu'au niveau international, la France, elle est quand même dans le collimateur. On voit bien dans les médias, je ne dis pas qu'on est la risée, mais ça commence à déborder. On se dit, mais c'est quoi ces mesures? Est-ce que c'est vraiment pour nous? Ou est-ce que ce n'est pas une urgence au niveau diplomatique, au niveau international, pour montrer que... Et donc, il y a toujours cette perte de confiance qu'il y a eu depuis le début. C'est comme pour, dès le départ, la taxe de transition, quand on voit la part qui est réservée à la transition énergétique sur l'ensemble de la taxe, les gens se sont vexés et ont une perte de confiance. Ils disent, mais attendez, quelle transition énergétique on nous propose? Des voitures électriques? Tout ça. Et c'est tout ça, en fait, c'est tout cet ensemble. Oui, mais en fait, ils nous rendent service, tu vois, parce que plus ils vont tarder à prendre conscience que nous, on se met de plus en plus au courant, on s'informe de plus en plus, n'est-ce pas, les gilets jaunes? On prend conscience de plus en plus des choses. La vraie question, pourquoi depuis 30 ou 40 ans, le citoyen français ne s'est pas intéressé? Oui, mais ça, c'était avant. C'est ça, c'était avant. Aujourd'hui, regardez, ne dites plus ça, regardez, on se réveille, monsieur, on se réveille. Ce qui compte, c'est qu'on se réveille un jour. Pardon? Il y a une certaine pudeur des Français. On se réveille un On jour. ne montre pas forcément notre tristesse, notre mécontentement. Parce qu'aujourd'hui, il est arrivé un jour où Trop, c'est trop. trop, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et comme on a si bien entendu, et c'est réel, qui a fait se mobiliser autant de personnes. Non, mais moi je vous pose la question. Demain, la situation, les choses sont modifiées, les choses avancent, et ça va mieux. Tout le monde va se désintéresser de la citoyenneté, du fonctionnement du pays, et on attendra de nouveau que ça déborde pour s'y réintéresser. Non, mais je vous pose la question. Vous avez une garde de retard, là. Je peux l'entendre, ça je peux l'entendre complètement. Là, vous n'avez pas compris, monsieur. Hein. Mais bien sûr que j'ai compris. J'ai tout à fait compris. Moi, je pense que c'est un devoir citoyen, dès le plus jeune âge, de s'intéresser au fonctionnement de son pays, de s'intéresser au fonctionnement des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales. C'est un devoir de se rendre aux urnes pour s'exprimer et de ne pas avoir des 70-80% d'abstention. Oui, mais pourquoi? En réalité, aujourd'hui, combien de personnes qui sont légitimement, enfin avec des motifs légitimes, en train de manifester, se sont exprimés dans les dernières élections et ont porté leur voix dans le système démocratique qui est le nôtre. Ne me dites pas tout le monde, non, les chiffres de l'abstention sont là. Non, mais je ne... Voilà. Mais c'est pour ça que ce que je vous dis, c'est que ce mouvement citoyen, il tire sa légitimité et tirera sa légitimité des propositions et des avancées qu'il est capable de faire. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, quel que soit le ressenti des uns et des autres, le président de la République a fait des annonces fortes. Et peut-être que la plus forte de ces annonces, c'est celle qui consiste à dire que le dialogue est ouvert, que territoire par territoire, la concertation va être organisée. Est-ce que je peux me permettre une question? Est-ce que le dialogue, qui est une bonne chose, hein, de permanence, hein, il y a des permanents dialogue, il n'est pas, j'allais dire, j'aime pas le mot corrompu, il est un peu détourné, du moins. Il sert de faire valoir. Là, il propose une... Qu'est-ce que vous proposez là? Un référendum d'initiative citoyenne. Donc ça veut dire l'implication du citoyen dans la loi. Qu'est-ce que vous pouvez penser de ça, de cette action-là qui pourrait justement dire, bon, voilà notre engagement comme citoyen? Mais toutes les propositions doivent être étudiées. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ensuite, il faut que la proposition, elle soit pérenne dans le temps. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, il y a un mouvement qui a une force incroyable, il faut le dire, qui est quelque part inédit dans sa forme et dans son initiative. Auparavant, on a eu des mouvements qui étaient pilotés, qui par un syndicat étudiant, qui par les syndicats tout court, qui par un parti politique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça doit rester une force. Donc la force de ce mouvement, ça va être sa force de proposition et ça va être la force dans le temps de pouvoir appliquer les mesures qu'elle a proposées et qui auront pu être mises en œuvre. Je répète, si l'instauration d'un référendum d'initiative populaire, pourquoi pas, on le met en œuvre. Si au premier référendum, vous avez 10% qui se rendent aux urnes pour s'exprimer,
de sens. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce mouvement, il est, et le président de la République l'a dit aussi, hein, qu'il changeait les choses durablement, c'est-à-dire que plus rien ne sera pareil à partir de maintenant, c'est à peu près les mots qu'il a prononcés, eh ben, il faut que ça soit porté. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, ça devienne culturel. Que vous ayez lancé non pas une mode, mais une révolution culturelle. Ah oui. Et est-ce que c'est pas une chance, justement, est-ce que c'est pas une chance qu'il faut saisir là parce qu'elle se repose? Il vaut mieux que cette chance se produise de cette façon parce qu'il y a quelque chose de très démocratique, de la construction des idées, plutôt que de la force hein, qui est en train de se mettre en place. Et c'est quasiment une aubaine, vous parliez du mot culture, personnellement j'aime bien le mot culture, la politique elle a quelque chose de culturel. Est-ce que là c'est vraiment quelque chose qu'il faut saisir parce que peut-être que ça ne se représentera pas et peut-être que ça va dériver. Là, je pense qu'il y a une porte, c'est plus une porte qui est ouverte, hein, c'est quelque chose de grandiose et je pense que ça tarde. Personnellement, mais c'est un avis personnel, je suis désolé. Dans l'histoire de France, tous les épisodes où la contestation populaire s'est exprimée, et pas de façon aussi pacifique qu'elle le fait en ce moment, il en est sorti quelque chose de positif. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Alors après, vous employez le mot chance, je ne sais pas s'il est approprié, mais en tout cas, c'est une opportunité. C'est une vraie opportunité, et je le répète, hein, et je peux vous assurer que je suis totalement neutre politiquement. Le président de la République l'a saisi et il a fait ses annonces. Et je pense qu'il faut s'en saisir. Non, mais je ne parle pas des annonces sur le pouvoir d'achat qui, je le répète, peuvent satisfaire les uns et les autres, et peut-être pas l'ensemble. Non, mais c'est pas un discours qu'on prend comme on veut, c'est pas un discours de 13 minutes qui fait que, bon, ça y est, c'est bon, tout va se calmer. C'est pas qu'on est excité, qu'on est énervé, mais moi, je vous ai montré... Mais impatient. Oui, il y a une forme quand même, parce que d'abord on est sur le terrain, puis on sent bien que c'est une écoute, mais elle est due à plein d'autres choses. C'est pas dû simplement, c'est dû malheureusement aussi aux casseurs, à ce qui se passe, aux gens qui se plaignent. On ne peut pas l'ignorer. Je veux dire qu'ils représentent tous les Français, ils voient bien qu'il se passe quelque chose dans son propre pays, mais c'est pas que ça. Et quand les politiques pointent du doigt qu'il y a de moins en moins de votants, ou qu'il y a de plus en plus de votes blancs, d'abstention ou de personnes qui ne se déplacent même pas, et c'est plutôt à eux de se poser les questions. Pourquoi? Les gens sont... Moi, je discute souvent, j'ai encore une personne hier, me dit, mais je ne veux même pas me déplacer. Mais il faut en tenir compte de ces gens-là. C'est pas parce qu'on ne vote pas qu'on n'est pas citoyen. C'est parce qu'il y a un moment de... Non, mais il y a un moment de saturation. C'est-à-dire que même le vote blanc n'est pas pris en compte. Il y a un moment de saturation. Alors, surtout ce qui s'est passé en 2017, où il y a c'était un vote un peu forcé pour ceux qui ne voulaient pas de la droite dure. Mais si on regarde bien, M. Macron, c'est 24%, il a 19 ou 20% d'opinion favorable, c'est dire que lui-même n'a pas réussi à rassembler. Et nous, ce qu'on veut lui montrer, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il fasse attention. On sait qu'il est jeune, on sait qu'il n'a pas d'expérience, on sait qu'il n'a pas été député, qu'il n'a pas été sur le terrain, on sait tout ça, qu'il n'a pas été maire, rien. Mais... Et donc, on essaie de le comprendre malgré tout. Mais il y a un moment donné... ce n'est pas une opposition contre Macron lui-même forcément, c'est le gouvernement, c'est la Constitution telle qu'elle est faite, c'est le fait qu'on a vraiment, on ne croit plus en politique, c'est pas pour rien que les gens ne vont plus voter. C'est pas par manque de citoyenneté, la preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont là, citoyens, mais dans leur propre mouvement, c'est ça que je veux dire. Oui, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais moi je comprends tout à fait votre ressenti, mais l'engagement citoyen, il se résume pas au vote. L'engagement citoyen, il est possible, il est souhaitable, il est encourageable sur le terrain aussi. C'est-à-dire que tout un chacun qui aujourd'hui porte des idées, une vision et par-delà les partis politiques ou les appartenances, présentez-vous. En 2020, il y a une formidable opportunité avec les élections municipales, de porter des visions de développement économique, de développement social. Présentez-vous. La citoyenneté, c'est pas que le vote. Mais je suis d'accord. Mais c'est quand même... c'est un ensemble. C'est quand même incroyable au niveau de la Constitution, que logiquement on est représenté sur le terrain par les députés et les sénateurs, et que quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale,
on n'a pas du tout ce ressenti. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse remise en cause de ces personnes-là qui sont tout à fait respectables. Le problème n'est pas là, c'est que tout d'un coup on dit mais qu'est-ce qui se passe quand ils font des voix? Et c'est même pas un bulletin secret, c'est-à-dire qu'un député qui n'est pas d'accord avec son parti, il va quand même voter pour la loi. Enfin, c'est tout le système qui est intéressant à revoir. Il y a une richesse pour le gouvernement et pour la Constitution, sans pour aller autant dans une 6e République. Et à la limite, pourquoi pas? Ça n'a rien à voir avec M. Mélenchon. Moi, c'est mon avis personnel. Je suis apolitique depuis des années. Je peux plus. Voilà. Mais je me dis, c'est peut-être une occasion en or pour M. Macron et son gouvernement de poser tout à plat et de marquer justement, mais l'histoire, pas dans le but la loi Macron ou la loi ceci, mais marquer l'histoire en disant, marquer l'histoire grâce aux Gilets jaunes et aux 70-75% de soutien qu'il y a eu. Il faut en tenir compte, c'est énorme dans un pays. Et c'est ça qui est intéressant, on n'est pas en opposition, on est malheureux de tout ce qui s'est passé, les casses, etc. Mais le paradoxe, c'est parce qu'il y a eu ces casses qu'il y a une urgence du gouvernement encore plus forte. Alors qu'on ne veut pas du tout de ça. La violence, elle existait déjà. Hein, mais elle existait déjà. Elle existe dans ce pays. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de résoudre ça? La violence, elle exprime des choses qui sont... enfin, elle matérialise plutôt des choses qui sont inadmissibles, qui doivent être condamnées fermement, et ça sera le cas. Au-delà de ça, ça met en lumière un certain nombre de problématiques par ailleurs, d'inclusion ou autre. Ce que je vous rejoins dans le questionnement, et je répète, c'est l'opportunité, elle est maintenant. Voilà. Elle est maintenant. Je vais vous dire une chose très simple et très librement, même si je suis filmé, c'est qu'on ne serait pas là autour de la table, je ne me serais pas rendu sur les différents points et ronds-points les jours derniers si j'avais affaire à des casseurs, à des extrémistes. Là, je ne discuterai pas. Je n'entendrai pas. Non, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus Elle est là depuis plus d'un an, cette violence. On n'a pas excusez-moi. Là, je me reçois un message comme quoi on nous interdirait de manifester, donc là où nous sommes actuellement à Montfaucon, à partir de demain, ou sinon risquer une amende de 750 €. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et aussi, je voulais rajouter, pourquoi nous n'avons plus les forces de l'ordre derrière nous pour nous protéger? Alors, je n'ai pas l'information. Moi, elle vient de me l'annoncer, les personnes qui sont présentes sur le péage de Montfaucon. D'où vient l'information? Des De la gendarmerie. De la gendarmerie. Voilà. Je ne peux pas vous en dire. Alors qu'en plus, on est vraiment un péage exemplaire. Ouais, c'est ça, on n'a eu aucune dégradation. Et là, on vient d'annoncer que à partir de demain ou de lundi, si nous étions présents, une amende de 750 €, nous serions amendés de 750 €. C'est pas tolérable. Et ça, c'est non, mais les forces de l'ordre pour nous protéger aujourd'hui. Alors, attendez, deux choses. Dans notre pays, on a un certain nombre de réglementations et de l'obligation de déclarer les manifestations. Donc, il faut commencer par là. Donc, est-ce que votre manifestation est déclarée? Non, mais depuis le début, aucune manifestation n'a été déclarée. Donc vous êtes d'accord avec moi que vous êtes en distorsion avec la loi. Que vous avez été en distorsion avec la loi depuis un mois et que même le mouvement dans son ensemble, depuis un mois, les pouvoirs publics et sur l'arrondissement de Gourdon, l'autorité de l'État que je représente, a été compréhensible et n'a pas utilisé de moyens de rétorsion pour vous faire partir, pour vous obliger. Maintenant, ça fait un mois, le président de la République a fait des annonces, notamment autour, je le répète, des discussions et plus des mesures sur le pouvoir d'achat. Vous voulez manifester demain sur le péage ou ailleurs, déposer une demande. Pourquoi la déclaration de manifestation? Vous l'avez dit, plus les forces de l'ordre. Aujourd'hui, moi, j'ai à ma disposition un certain nombre d'hommes et de femmes qui assurent l'ordre public. Comment je les déploie si je ne sais pas comment s'organise le mouvement? Est-ce que je mets 2 équipages de gendarmerie à Souillac pour 3 manifestants? Est-ce que je mets un équipage pour 100 manifestants à Gignac? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'assure le repos et la sécurité légitime de ces hommes et de ces femmes qui sont des citoyens comme vous? Les gendarmes, vous les avez côtoyés, ils passent beaucoup de temps, ils s'impliquent beaucoup dans votre sécurité, dans celle des usagers.
Donc déclarer la manifestation, vous êtes 10, vous êtes 50, moi je demanderai un équipage, 2 équipages, 3 équipages de gendarmerie. L'idée, c'est pas de vous empêcher de manifester, nous sommes dans un pays de droit et vous avez le droit de le faire. Donc voilà pourquoi, je n'ai pas l'explication, j'ai appelé le commandant de gendarmerie quand on sortira d'ici, pour qu'il m'en dise plus, mais ça ne me paraît pas extraordinaire que cette information ait pu circuler. Maintenant, faites une déclaration de manifestation. Ça a accepté seulement. Parce qu'apparemment, les premières manifestations qui ont été déclarées, aucune n'ont été acceptées. Par qui? Après, par qui? Par plusieurs représentants. Moi, le premier conseil, c'est pas ici. C'est simple. Dans le Lot, on a eu 0 déclaration de manifestation. Vous voyez, on n'en a refusé aucune. Et maintenant, je vous dis que la tendance... Non, on n'a pas eu de déclaration de manifestation. Même à Cahors, quand il y a eu les marches, etc., on n'a pas d'itinéraire. Vous comprenez la difficulté d'organiser votre sécurité quand on n'a pas d'itinéraire. On ne sait pas d'où vous partez, on ne sait pas où vous allez, on ne sait pas si ça va se séparer en 2, en 3. La gendarmerie est au courant de tout le monde. Nous avons un très bon rapport avec les forces de l'ordre. Je le sais bien, ils le remontent très largement. Non, le problème, c'est dans la compréhension. Pendant un mois et demi, que ce soit ici ou ailleurs, ça se passe bien, il n'y a rien. Et tout d'un coup, on sent que là, on veut, et je comprends que le gouvernement va un peu plus maîtriser la situation, mais ça peut être très très vite interprété comme par les gens. Tout d'un coup, ah mais non, on n'a pas pu faire ça. Il ne faut pas que ça rentre dans une provocation, il faut vraiment l'expliquer. Et comme vous faites, mais c'est vrai que s'il faut qu'on dépose quelque chose, mais c'est quand même surprenant. Il n'y aura pas de représentant de l'ego. Oui, on va le faire. Parce qu'on ne veut pas de représentant. Il n'y aura pas de... Nous sommes des porte-parole, mais on met raison. Mais on ne peut pas de personne. C'est renouvelable au jour le jour? Comment ça se passe? Vous pouvez le faire pour une période. Oui, d'accord, c'est bien. On sera dans les Ah, c'est embêtant de fermer la porte maintenant et puis on n'a rien fait pour vous. C'est ça qui est embêtant. Moi j'aime bien, on vient jusqu'ici, c'est pour apprendre ça, moi on m'en vais. Moi je suis désolée. Oui, mais si c'est pour faire taire, si c'est pour faire taire. Non, c'est pas pour faire taire. Expliquez-moi, si madame, nous déplacer d'un comment, endroit à un autre. non mais expliquez-moi, madame, mal. comment on gère les temps de travail et de repos. On explose les compteurs de nos amis gendarmes. Enfin, je veux dire, ça nous en fait, excusez-moi de vous couper la parole, mais ça nous en fait des choses à comprendre. Mais alors tellement. Non mais là c'est juste je ferai appel à votre sens de l'humain. Pensez à des gens qui travaillent, qui sont surmobilisés depuis 5 semaines. Donc je pense qu'il y a un entre-deux qui est très acceptable, c'est vous permettre de manifester dans les règles qui sont les nôtres et d'être encadré par des forces de l'ordre qui ne sont pas épuisées et qui ne mettent pas en jeu leur propre sécurité. On voudrait bien que ce n'est pas en disant qu'on va nous amender de 750 € que l'on va partir comme ça. Donc, autant nous dire, écoutez, faites une déclaration à la préfecture pour pouvoir manifester et vous serez tranquille. Moi, j'ai pas les termes. Au lieu de dire, on va vous mettre une amende de 750 € si vous ne partez pas. Non, mais j'entends ce que... J'entends ce que vous ressentez là. Oui, moi, je ne sais pas ce qui a été dit, malheureusement. Moi, je ne sais pas ce qui a été dit. Peut-être que c'est le discours qui a été tenu, monsieur. Peut-être que c'est déclaré, sinon, si vous êtes là illégalement, vous aurez 750 € d'amende. C'est peut-être ce qui a été dit, c'est pas ce qui vous remonte. Donc, moi, je ne tire pas de conjecture. Je vais prendre la tâche de gendarmerie. Honnêtement, ça m'étonne beaucoup parce que nos gendarmes, et là aussi, je suis souvent avec eux sur le bord de la route, ils ont plutôt tendance à la discussion, à la pédagogie, à la rétorsion. Donc, je suis un peu étonné. Voilà, moi, je suis de votre avis. Et souvent, je vais vous dire, sur des infractions routières, c'est moi qui suis plus sévère qu'eux. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. Mais je vais le vérifier. Et en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, et en tout état de cause, l'autorité dans l'arrondissement, c'est moi. Sous l'autorité du préfet, c'est moi. Le sens de mon discours, c'est on ne vous empêche pas de manifester. Vous déclarez, comme ça on peut assurer votre sécurité, celle des usagers. Bon, moi, ce qui m'inquiète, si vous voyez déjà, paf, c'est à peine arrivé. Moi, ce qui m'inquiète après, c'est au niveau national, parce que des informations comme ça, vous savez comment ça va se passer au niveau des réseaux. Oui. Et moi, l'inquiétude est là. C'est pas nous, il n'y a pas de souci, on va le faire.
Mais c'est vrai que c'est un peu, au bout de 5 semaines, d'être comme ça sur les péages, bouger de manière pacifique et tout, et que les gendarmes viennent sans même expliquer, vous n'avez pas ça, c'est à vous. Non, mais c'est à vous, justement, c'est à vous de vérifier ça. Vous avez vu un post, donc je ne sais plus si c'était M. Edouard Philippe, qui disait qu'on ne pourra pas empêcher les casseurs, ceux qui vandalisent les magasins, enfin tout, d'aller manifester. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui des casseurs. C'est ce qu'il voulait dire. Non, le sens. Mais c'est très grossier, mais en même temps, c'est ses propos. Il a dit on ne va pas les empêcher de manifester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gilets jaunes pour lui se sont retirés, il ne reste que les personnes qui. Non. Là, on a chacun notre interprétation. Ouais, moi, ce que je pense qu'a voulu dire Edouard Philippe, j'ai entendu ces propos-là, c'est qu'on ne pourrait pas empêcher les casseurs de se mêler aux gilets jaunes. Oui. Maintenant, samedi dernier, la technique de maintien de l'ordre qui a été utilisée notamment à Paris, c'était l'interpellation à la source. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une infraction, on a interpellé. La proportion aujourd'hui de gilets jaunes traditionnels ou historiques interpellés, elle est à moins d'1%. C'est-à-dire que soit c'est des gens qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, soit c'est des gens qui ont dérapé. Mais c'est moins d'1% des quasiment 2000 interpellations. Donc, il ne faut pas interpréter aujourd'hui tous les gilets jaunes qui sont sur le terrain sont des casseurs. Non, on n'arrive pas à empêcher les casseurs de se mêler aux gilets jaunes et de commettre des exactions. Mais c'est toujours les mêmes qui cassent, c'est pas. Je veux dire, est-ce que dans le Lot, vous avez eu connaissance d'un coup de bombe lacrymogène ou une grenade pour disperser? Non. Non, c'est pacifique. Non, on n'a pas eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la réponse d'ordre public, elle est proportionnelle à ce qu'on a en face de nous. Est-ce que Monsieur le Président va venir incessamment sous peu dans le Lot, par exemple? Est-ce qu'il va venir? Il a dit qu'il allait se déplacer, voir les... Alors oui, il a dit qu'il allait région par région, rassembler, voir les assemblées des maires. Voilà. Donc, non, je ne sais pas s'il viendra dans le Lot, en tout cas il viendra dans la région. Oui, je ne sais pas s'il va à Toulouse, ou s'il va dans la région, on va dire Toulouse. Mais je ne pense pas que la politique de déplacement du gouvernement soit d'aller dans les métropoles. Le Premier ministre était présent avec toute l'équipe gouvernementale dans le Lot en décembre de... Non, pas avec ils sont venus, ils ont été obligés de partir à cause de la fin de la trêve. Exactement. Donc, mais ils étaient en visite républicaine avec le préfet. Et donc, c'est d'ailleurs à cette occasion-là que le Premier ministre a donné au préfet du Lot la carte blanche pour faire des propositions sur l'organisation administrative du Lot. Donc, par exemple, une des initiatives, ça a été la mise en place du bus des services publics sur le Grand Cahors pour aller au contact des citoyens. Ben, ça marche plutôt pas mal. Les chiffres sont vraiment intéressants. Il y a plus de visites et d'usagers dans le bus des services publics que dans certaines MSAP. Mais bref, peut-être que la mesure n'est pas adaptée, mais en tout cas, il y a des cartes blanches pour dire inventer des mesures. Là, on est en train d'essayer de monter une start-up mobilité pour favoriser le covoiturage, etc. Donc, je sais pas, je ne peux pas vous annoncer qu'il va venir dans le Lot, je ne sais pas, mais je sais qu'il viendra dans la région. Mais ça peut faire partie des demandes ou des échanges. Ensuite, vous avez entendu comme moi le Premier ministre parler de la déconcentration de l'État ou du phénomène qui n'était pas forcément le bon de concentration de l'État à Paris. Donc là aussi, il y a des pistes. Oui, c'est important. Ouais. Vous avez vu ou suivi, moi je l'ai suivi, la proposition de Mme Préville au Sénat qui a proposé que la future Agence nationale des territoires soit basée à Cahors. Donc voilà, c'est le temps des discussions, propositions. Et si vous aviez, vous, un positionnement, imaginez simplement, vous êtes dans le mouvement, vous verrez l'évolution des Gilets jaunes, comment, au niveau de l'évolution qui peut se passer dans les semaines à venir. Vous serez, je ne sais pas, au niveau de la structure, de l'organisation, de la façon de voir les choses évoluer, pour que les Gilets jaunes soient encore un peu plus écoutés, qu'il y ait un peu plus de relations. Ça serait quoi, le conseil que vous nous donnerez? Alors, en tant que citoyen? Oui, en tant que citoyen, j'ai bien compris. Déjà, moi, je
l'ai dit un petit peu tout à l'heure, moi je me défrais de ce nom, de cette appellation de gilet jaune qui pour moi, voilà, qui a une connotation un peu, comment dire, impersonnelle. Ah, c'est con, hein. Les gens qui prennent conscience enfin de ce qui se passe dans ce pays, c'est con. C'est vrai, on va l'enlever le gilet jaune, on va mettre, je sais pas, un peu d'herbe sur vous, autre chose. Non, je le garde. Moi, je le garde, On est français avant le gilet jaune. Je parle pas moins à monsieur qui n'a pas de gilet qu'à vous autres. Donc moi je vous dis, après le gilet jaune, pour moi, c'était hyper symbolique des questions de sécurité routière et puis de la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Mais c'est de la symbolique. Voilà, c'est symbolique, mais c'est symbolique forte. Quelque part, c'est devenu aujourd'hui un emblème. Peut-être que dans les conseils, je dirais lancer une ligne de vêtements gilet jaune. C'est boutade, bien sûr. Mais et après, le conseil que je peux vous donner, c'est d'en faire une force citoyenne et une force de proposition. Après, l'organisation, ça me semble compliqué parce que certains ne veulent pas de représentants, certains se revendiquent représentants sans l'être vraiment. En tout cas, il faut trouver la formule qui permette aux citoyens de s'exprimer en continu. Vous avez vu, monsieur, aujourd'hui, on a un brassard. Non, on a un brassard pour les gilets jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Légitime. Et on a mis une banderole aussi. Donc ça ne sera pas une mode aussi par rapport à l'attentat. Et que pensez-vous du manque d'attention par rapport à l'hommage fait aux attentats, mais pas aux personnes qui sont décédées quand même en train de manifester? L'État n'a pas réagi, mis à part le gouvernement n'a pas réagi, n'a pas fait d'hommage aux personnes qui sont décédées alors qu'ils défendaient leur vie, leur droit, leur mode de vie. Finalement, c'est ça qui est un peu dérangeant. C'est que je parle de Strasbourg et des personnes qui sont mortes sur des ronds-points, sur des péages. Ceux-là n'ont pas été, n'ont pas eu d'hommage. C'est quand même assez triste de voir que le gouvernement français ne rend pas hommage quand même à des personnes lambda. Vous savez, on est toujours en train de faire de la médiatisation au niveau des attentats, de ci, de ça. Mais est-ce qu'on va parler de l'agriculteur qui est mort parce que... Est-ce qu'on va parler est-ce qu'on va se parler de telle personne et telle personne? On parle pas des citoyens ici. Non, on ne parle pas des citoyens. On ne parle pas des citoyens. On n'en parle pas. J'ai pas compris le message. Il y a une famille qui a fait écraser deux, trois gamins, deux, trois personnes. Hier, encore. Et puis, il en a au même numéro. Et ils ont poursuivi après sur le point d'autoroute pour l'arrêter. Alors, pour arriver à faire arrêter un gars comme ça, il faut porter plainte contre quoi qu'il a voulu nous écraser. Et il faut des preuves en plus. Il faut des preuves, il faut que tu portes plainte. Après, ça fait embêter un peu le Camille. On va pas arriver jusque-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est important en France, c'est les Gilets jaunes. Okay, il y a eu donc effectivement ces derniers jours les attentats donc, à Strasbourg, où il y a eu effectivement M. le Président qui est arrivé avec un périmètre de sécurité de 20 ou 30 mètres tout autour. Personne n'a pu accéder à l'hommage fait par rapport à la famille, aux familles. Par contre, est-ce qu'il y a un hommage pour les Gilets jaunes? Alors, il y en a un qui a été fait dans l'hémicycle, effectivement, par M. Mélenchon. Je suis complètement apolitique, donc je ne vais pas parler de la personne. Tout le monde s'est levé, sauf La République En Marche et le Premier ministre. Est-ce que vous trouvez ça juste, au final? Vous voulez qu'on respecte... Est-ce que vous trouvez ça juste? Moi, je trouve ça abominable, en fait, au final. Quand on n'est pas respecté, monsieur, on ne respectera pas non plus ceux qui voilà, nous présentent. Si c'est ça que vous présentez, là, ça finira mal. Juste, je peux vous répondre. Sur les hommages, que ce soit dans l'hémicycle ou ailleurs, ça appartient à chacun. Ça appartient à chaque député dans l'hémicycle de choisir de se lever ou pas. Vous me demandez, parce que moi, je ferai personnellement, bien évidemment que je rendrai hommage aux victimes et j'en profiterai aussi pour répéter le message de sécurité à la fois pour ceux qui manifestent et pour les autres. Ensuite, je vous l'ai déjà dit à Montfaucon, ne faites pas d'amalgame entre députés, sénateurs, gouvernement et les représentants de l'État qui ne sont pas élus. Moi, je n'ai pas mis mon visage sur une liste et j'ai pas
fais de la publicité pour qu'on vote pour moi. Donc cette différence-là, elle est fondamentale et elle est importante parce que chacun a sa coloration politique, syndicale, etc. Le représentant de l'État, il est neutre. Et le représentant de l'État, il écoute, il entend et il fait remonter. Et il ne refuse jamais de le faire comme je n'ai jamais refusé de le faire avec vous. Il fait de la médiation aussi. Il fait de la médiation, il fait de la pédagogie. Il ne regarde pas si tel ou tel est chef d'entreprise millionnaire, milliardaire ou au RSA. Voilà. Et je veux dire autre chose, c'est qu'il ne compte pas ni son temps ni son énergie. Et que quand il faut se voir à 8h le matin ou à 10h le soir, il est toujours là. Donc, ne mélangeons pas les choses, ne brouillons pas les messages. Les messages qui m'ont été, ou les revendications, les propositions, parce que certains ont fait des propositions construites, écrites, tout est remonté. Et qu'est-ce qui redescend? Qu'est-ce qui est redescendu? Tout remonte, mais qu'est-ce qui redescend? On aimerait bien savoir, nous. Eh bien, vous le savez, vous avez eu un message au plus haut niveau du président de la République qui dit « J'ai entendu et j'ai compris les revendications et on entame la discussion dans les territoires. Je vais aller rencontrer les maires sur le terrain et afficher l'ouverture sur un certain nombre de dossiers, sur le vote blanc, sur la question de la proportionnelle, les chantiers à venir, retraite, etc. » Donc, je pense que ces remontées-là, elles sont importantes, parce que si nous, à notre niveau, on les structure. On les structure, on les confronte, on regarde les préfets, il y a 101 préfets aujourd'hui avec le préfet de Mayotte en France, les préfets, ils ont recoupé, les sous-préfets, ils ont fait remonter, on a recoupé, puis on a regardé si les revendications se croisaient, si elles étaient complètement éparses, etc. Et ensuite, il y a une autorité politique qui prend des mesures. C'est bien de voir la vie, c'est bien de voir la vie, ce qui se passe dans la métropole, à Paris et tout ça. C'est bien, mais je pense beaucoup aux retraités aussi. Les petites retraites qu'on a ici, les petits agriculteurs, c'est ce matin, on en parlait encore, je dis avec 600 € par an. Alors certes, quand on parle de la CSG, on peut parler de la CSG, comme quoi ils ne vont pas l'augmenter ni quoi que ce soit. Cependant, ceux qui sont à 600 €, ils sont à 600 €. C'est pas 650. Ils le savent tout ça. Oui, ils le savent, mais c'est triste. Ils ne savent pas. Parce que le mec qui a travaillé 42, 43 ans toute sa vie, mais à la fin, il est obligé de manger des pâtes. Mais je suis désolé, c'est inadmissible. Oui, mais ça, ils le savent. Et ça en campagne. Il n'y a qu'en campagne. Et en campagne. Faut 300. Dans les ruralités, ça fait des années qu'ils le savent. Non, tout ça. des artisans en zone urbaine oui, qui sont dans le même cas. Le retrait d'artisan, c'est 450 € par mois, qui touche. Il a payé toute sa vie. C'est une des promesses de campagne sur la réforme des retraites qu'a annoncé le président de la République, c'est qu'à un moment donné, 1 € cotisé rapportera la même chose que vous soyez artisan, ouvrier, cadre et fonctionnaire. Donc, fini la répartition, c'est chacun pour soi, c'est un petit peu du chacun pour soi. Moi, je suis un petit peu désolé quand même, il y a un message là de détresse qui est envoyé par la population. Les lois qui sont pondues très rapidement, contrairement à ce qu'on dit, l'abrogation de l'ISF, ça va très vite, donc ça peut aussi aller dans l'autre sens. Là, ça règle quasi-totalité du problème, sauf que là, il faut se mettre politiquement dans le truc. Il y a un gouvernement qui répond à des lobbies, même, comment il s'appelle, qui est parti, qui était à l'écologie, l'a dit très clairement. Donc, il préfère les lobbies industriels aux lobbies du peuple, parce qu'on peut appeler ça le lobby du peuple aussi, d'une certaine façon. Et là, je pense qu'il risque d'y avoir fracture, et on pourra mettre toutes les bonnes volontés que nous on appelle, les préfets, la police, etc. Nous, les gens, leur protection, leur compassion, etc. Et tout ça, ça peut s'écrouler, et c'est dommage. Et qu'est-ce qui peut reprendre le relais derrière ça? C'est la violence qu'on ne contrôle plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure c'était une chance. Mais
Je pense qu'il y a le feu, et puis on n'éteint pas le feu avec simplement des promesses d'apparition de pompiers. Il faut que les pompiers soient là. Ils le savent tout ça. Voilà. Parce que moi, à mon avis, je suis sûr qu'ils l'ignorent pas. Mais vous avez rencontré les parlementaires? Monsieur quotidiens qui se sont cumulés depuis des années et que depuis 10, 20, 30, 40 ans on a courbé les chines, le peuple, aussi des mots qui ne sont pas très sympas, la classe laborieuse, il faut faire attention aux termes aussi. Ça on ne comprend pas bien. Oui, mais laborieux, bon, excusé. oui, bon, c'est excusé, c'est pas très grave, mais c'est juste. Non, mais attention, c'est une parenthèse, mais bon. Chaque parti a ses dérapages, mais si bon. on fait un petit Je sais bien, j'ai bien. Laborieux, Oui. labor, c'est le travail. Le travail et le travail, c'est la souffrance. Moi, je ne suis pas fâché d'être laborieux, et dans ma vie, j'ai été beaucoup. Ouais. Notamment pendant mes études. Mais le privilège que certains s'approprient. Ah, les privilèges, oui, bien sûr. Parlez de quoi? Par exemple, nos anciens présidents de la République, on les paye jusqu'à leur mort, alors que nous, quand on n'a plus de boulot, on n'est plus payé. Ouais, c'est plein de choses comme ça. Et voilà, et c'est grave. les voitures de fonction qu'ils ont à vie, l'essence, je ne sais pas si c'est eux qui la payent, nous on la paye même quand on n'a pas de boulot, qu'on est au chômage. Et ces privilèges-là, c'est bon, il y en a marre. C'est grave. C'est de l'argent foutu en l'air. Non, mais déjà, ce qu'il faudrait faire, le premier travail, c'est de les objectiver réellement. Vous savez qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les médias ne véhiculent pas que des informations exactes. Donc, les mettre sur la table et dire, voilà ce qui est donné, et en compensation de quoi aussi. Parfois, on critique beaucoup les indemnités des élus, les indemnités des parlementaires. Donc, il faut voir à quoi ça correspond en réalité. Donc, premier travail, les objectiver. Est-ce que c'est vrai que le président les anciens présidents ont chauffeur, voiture, etc. Donc, on l'objective, on dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et ensuite, on dit si c'est juste ou pas. Enfin, juste, justifié ou pas. Et après, est-ce que le peuple français veut traiter de telle ou telle façon ces anciens présidents de la République? Est-ce que dans le cas d'un référendum populaire, il peut y avoir une espèce de catalogue des choses à faire, des choses à ne pas faire, qui peuvent être votées par le référendum, qui peuvent être posées par le référendum? Dans la Constitution, le référendum d'initiative populaire, tel qu'il est décrit, il est possible aujourd'hui, mais il concerne une seule question, et pas un catalogue de questions. Donc, dans l'état actuel des choses, en réalité, il faudrait X référendum sur X points. Mais c'est un point, par exemple, qui peut faire débat et faire proposition que de dire on veut que tel et tel point soit examiné alors sur un point de vue local ou plus régional, etc. Mais ce que je veux dire, c'est il faut qualifier la notion de privilège et d'avantage et la différencier de celle de compensation. Mais le salaire qu'on a, ils ont des responsabilités hautes, normal. Mais qui est les privilèges, ils ont assez d'argent pour s'acheter une voiture. Voilà. Nous, on gratte nos fonds de tiroir pour s'acheter une voiture. Et puis c'est vrai que Et c'est vrai que c'est pas un problème de la candidate aujourd'hui. à la limite, Depuis que je suis gamin, j'entends ça. à la limite, il n'a pas augmenté. Hein. C'est pas pire qu'avant. C'est toujours pareil. Peut-être voir même un peu moins, ce qui est quelques mesures, mais détourner un petit peu. Voilà, c'est plus. Bon, mais tout ça, et c'est vrai qu'il faut qu'on vérifie les sources. Mais globalement, c'est vrai quand on compare avec les autres pays. Non, mais c'est vrai, mais si, c'est important. Non, mais moi j'ai entendu qu'un député gagnait 20 000 € par mois. Non. Et si. Voilà. En face, je ne sais pas si. Non, non, je sais pas. Donc c'est un groupe que j'ai. Il m'a dit est-ce que c'est normal que les députés aient 20 000 € par mois? C'est entre 5 000 et. Non, c'est 5 665 € brut. C'est ça qu'ils ont dit. 5 665 plus une indemnité de frais de représentation de 7 000 €. Qui avant, il y avait une réserve parlementaire. La réserve parlementaire a été supprimée, elle a été intégrée dans les dotations d'investissement au territoire. Donc aujourd'hui, la réserve parlementaire, le montant n'a pas été supprimé, il a été donné pour soutenir des investissements ou pour soutenir des fonds comme le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, donc il retourne bien sur les territoires. Il a été réattribué de façon départementale.
Donc, ensuite, sur l'indemnité de frais de représentation, avant, il y avait une certaine liberté quant à l'utilisation. Il y avait la possibilité, notamment, d'employer des membres de la famille comme assistants parlementaires. Donc, tout ça, ça a progressé. Aujourd'hui, tous les frais doivent être justifiés, donc avec évidemment des factures, avec un contrôle en amont, l'interdiction, suite à une affaire que vous connaissez aussi bien que moi, d'employer les membres de sa famille et surtout de justifier le travail des assistants parlementaires. Donc, on va dire qu'il ne faut pas fantasmer sur les choses. Après, sur la question des retraites, aujourd'hui, un élu qui choisit, c'est pas automatique, d'adhérer aux caisses de retraite spécifiques, comme la Carel ou la Fompel, eh ben, il a une rente en fonction de ce qu'il a cotisé. Et c'est une progression de 2% de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire qu'aucune commune dans le Lot n'a été saignée, puisque le chiffre progresse sur le département. Et ensuite, l'État, par le biais de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, et de la DECIL, la dotation de soutien à l'investissement local, a injecté 18 millions d'euros dans le département en 2018. Et que la campagne 2019 va être du même ordre d'idée, puisqu'on a même une progression de 800 000 euros sur la DETR, donc qui sera à 12 millions d'euros. Là, on a entamé cette campagne-là. Moi, je clôture pour l'arrondissement avec à peu près 7 millions d'euros de demandes de dotation auxquelles on va à peu près répondre, sauf les dossiers qui sont inéligibles. Donc on aura, je pense, autour de 5 millions d'euros de dotation d'investissement et dans le même temps, une dotation générale de fonctionnement qui progresse de 2%. Donc, il faut regarder les choses et qu'elles soient toutes égales par ailleurs. Il y a eu une période de baisse des dotations. Le président de la République l'a stoppé et il a gelé les dotations au niveau où elles étaient. Les collectivités fonctionnent et mènent des projets. Elles n'emmènent pas autant qu'elles en voudraient. Ensuite, il y a quand même la problématique de l'ingénierie, des moyens pour mener les projets. Et puis, il y a des réformes institutionnelles à mener aussi. La loi NOTRe, qui a subi aussi ces contestations, a réintroduit la perspective de faire des communes nouvelles et donc des regroupements de communes. Ça a été la carotte qu'on nous a mis au bout du nez, en nous disant, soit, je suis conseillère municipale, donc je connais ce système-là, c'est-à-dire que soit effectivement vous acceptez de passer sous le coup d'une commune nouvelle, et auquel cas on ne vous diminuera pas, je ne sais plus c'était pour un an ou deux je crois, la subvention. Définitivement, ça gèle la DGF. Voilà, tout à fait, sauf que les communes qui n'ont pas accepté de rentrer dans ce système de communes nouvelles, effectivement, ont vu leur dotation de l'État quand même baisser. Voilà, donc ça. 2017. Oui, sur 2017, voilà. Mais ça a été la carotte que nous a mis au bout du nez quand même. Il faut bien trouver des sources de motivation. Ah, ben oui, non, mais bon, il faut. Voilà. Bien sûr, il faut trouver des sources de motivation, mais bon. Du coup, c'était un tout voilà. Alors après, on fait quoi? Non. Le problème de ça, moi je suis pas contre les communes nouvelles. On est une commune, nous seigneurs de 130 habitants. Ok. Sauf que, en fait, on fait ces communes nouvelles, on mutualise de nouveau les moyens. Donc ça veut dire qu'on mutualise les services publics, on mutualise des compétences qu'on perd, nous, à l'échelle locale sur la commune, des compétences qui maintenant basculent au sein de communautés de communes, et on se retrouve que finalement, nos petites communes de 130 habitants, eh bien, on n'a plus de représentants. Voilà. Tout est centralisé. Maintenant, la commune nouvelle qui s'est faite à la Bastille-Murat, cœur de Cosse. Les petites communes type Beaumard, Saint-Sauveur-la-Vallée, les maires se sont entendus, tout le monde a été d'accord, on a fait une commune nouvelle. Ok, maintenant tout est regroupé à la Bastide. Voilà. Mais ça c'est une vision politique. Oui, c'est une vision politique, mais est-ce que c'est bien de couper comme ça et de déshabiller Pierre pour habiller Paul? C'est une vision politique. Il y a d'autres communes nouvelles où ce choix-là n'a pas été fait. Et la commune nouvelle, elle doit être portée. Oui, il y en a sur mon arrondissement, je les connais. Où le choix politique, ça a été la répartition du service public entre les communes, qui peuvent être des communes déléguées, et la commune centre. C'est-à-dire qu'on fait une commune nouvelle, mais on choisit que le pôle scolaire va être là, que la bibliothèque va être là, que la piscine va être là. Donc c'est une vision politique de certains, de dire « je suis la commune centre et donc j'aspire tout ».
Et j'essaye de faire fermer l'école de Montfaucon pour renforcer celle de la Bastide-Murat. Voilà. Donc c'est une vision, oui, entre autres. Je connais bien mon arrondissement et ses communes. Donc ça, c'est une vision politique. Si on veut faire de l'aménagement du territoire dans une commune nouvelle, c'est parfaitement possible. Les élus s'entendent, ils se répartissent, ils s'organisent, ils discutent avec leur population et c'est en tout cas pas l'État qui va aller contre ça. Quitte à faire des investissements comme on l'a fait à Vérac, où Kovaldorf nous a dit eh ben nous, on veut s'organiser par pôles territoriaux pour avoir une présence de la communauté de communes sur tout le territoire. Ben, on a dit OK. Et donc, il y a la maison de Kovaldorf, où ils ont leur service ADS, ils reçoivent du public, à Vérac. Et on a donné les locaux de l'ancienne gendarmerie, on a mis 400 000 € de DETR pour soutenir la présence du service public de la communauté de communes sur le territoire. Donc, ce n'est pas une généralité, et c'est encore moins une fatalité. Pour conclure, parce qu'on va peut-être y aller. Oui, parce qu'on va certainement revenir. Il y a l'aspect des chiffres, il y a l'aspect des revendications, etc. Mais c'est un problème vraiment, moi j'ai envie de dire psychosocial, c'est-à-dire que là, les gens sont épuisés de la situation qui n'avance pas depuis une quarantaine d'années. Et là, il a suffi, c'est pas pour rien, enfin, ils sont intelligents quand même, les politiques. Oui, mais ils le savent. Hein. Non, mais je dis, il y a un élément déclencheur qui est pas grand-chose. Et cet élément déclencheur, cette taxe en plus, on va dire c'est 10-15 centimes. Mais c'est pas ça. Même s'ils le savent, ils l'ont toujours pas intégré. Il y a un malaise psychosocial général des gens qui s'est cumulé. Et maintenant, c'est la cocotte minute, c'est la soupape. Et c'est pas en nous mettant même des mesures, simplement, on sent que là, il se passe vraiment quelque chose de fort. Il faut vraiment que l'État, le gouvernement comprenne que, ok, on va avoir une mesure 2, c'est pas ça, une considération du respect, valoriser le travail, valoriser les personnes, valoriser les citoyens, sinon ils vont pas voter à nouveau.